années 70, les scientifiques arrivent à congeler et à conserver dans des banques de gamètes les spermatozoïdes. Depuis les années 80, les embryons humains et depuis les années 2000, les ovocytes. La loi bioéthique autorise depuis août 2021 toutes les femmes de 29 à 37 ans à autoconserver leurs ovocytes en dehors de tout motif médical. Cela a été largement présenté comme un progrès ou un nouveau droit, comme le moyen d'arrêter l'horloge biologique ou encore de conserver son potentiel de fertilité et de garantir un bébé pour plus tard. Rêve ou réalité ? Historiquement, le rôle de la médecine est de soigner les maladies. Ici, il n'y a rien à soigner. L'autoconservation ovocytaire est un pas de plus franchi dans l'effacement entre le normal et le pathologique. Voyons déjà comment se passe une autoconservation ovarienne. On parle donc ici de femmes en bonne santé, sans pathologie, ni infertilité, qui soit n'ont pas encore rencontré la bonne personne pour fonder une famille, soit veulent volontairement différer à plus tard un éventuel projet de grossesse. On se rappelle de Google et Apple qui en 2014 proposaient à leurs employés de rembourser leur congélation d'ovocytes pour remettre à plus tard leur grossesse au profit de leur carrière. Techniquement, la femme doit d'abord suivre un processus de stimulation ovarienne avec injection hormonale quotidienne sur 10 jours environ et surveillance échographique toutes les 48-72 heures jusqu'à obtenir un nombre suffisant d'ovocytes dits matures. Physiologiquement, à chaque cycle, 1 ou 2 follicules seulement arrivent à maturité. Ensuite, le médecin ponctionne les ovocytes sous sédation légère ou anesthésie au bloc opératoire. On peut récupérer environ 5 à 10 ovocytes par cycle de stimulation médicale. Comme il est conseillé de mettre de côté entre 20 et 40 ovocytes pour avoir une chance de grossesse, la procédure pourra donc être renouvelée entre 2 à 4 fois. Le jour où l'on décide d'utiliser les ovocytes, le passage par la fécondation in vitro, dit FIV, est obligatoire. Il faut subir de nouveaux traitements hormonaux pour préparer l'utérus à recevoir l'embryon et permettre son implantation. On propose donc ici à une femme en bonne santé, sans pathologie ni infertilité médicale, une administration d'hormones. Comme vous le savez, tout traitement a aussi des risques et des effets secondaires. À court terme, les risques sont la surstimulation ovarienne, avec douleur, parfois hospitalisation, les risques thromboemboliques, phlébite, embolie pulmonaire, dont certains peuvent menacer le pronostic vital, les risques liés à la ponction propre, la plaie d'organes de voisinage ou le saignement, et ceux liés à l'anesthésie. Les risques à long terme sont les cancers des ovaires et du sein, cancers éminemment connus comme hormonodépendants. Il y a ensuite les risques pour la femme comme pour l'enfant qui sont liés à une grossesse volontairement tardive. Car, en réalité, l'horloge biologique du corps ne s'est pas arrêtée. On sait bien qu'à plus de 40 ans, les risques de prématurité, de retard de croissance ou de prééclampsie notamment augmentent. On peut se demander aussi si la vitrification à long terme ne risque pas d'altérer les propriétés de l'ovocyte, avec un possible retentissement sur le développement de l'enfant. Mais pour moi, le risque le plus évident est celui de l'échec ou la non-utilisation de ces ovocytes. La femme qui a congelé ses ovocytes en aura-t-elle l'utilité ? Il est tout à fait plausible qu'elle tombe enceinte naturellement avec son conjoint à 35 ans, après sa conservation à 30 ans. Possible aussi que finalement elle ne veuille jamais d'enfant. Je vous laisse donc faire la balance bénéfice-risque. Ce que l'on sait peut-être moins, c'est que chaque année, on nous proposera soit de poursuivre la congélation, avec des frais de 100 à 200 € à la charge des femmes, soit de détruire les ovocytes, soit d'en faire don à une personne en demande ou à la science. Pour rappel, on a donc entre 20 et 40 ovocytes dans un congélateur. Je me demande parfois s'il n'y a pas là aussi une manière détournée d'augmenter le stock d'ovocytes pour les femmes en attente de PMA. Car il faut savoir que les dons sont rares et les banques de gamètes sont pauvres. Pour exemple, une patiente m'a raconté qu'après un long parcours de PMA, avec échec de plusieurs FIV, elle a été inscrite sur la liste de patientes en attente de dons d'ovocytes.
On lui a dit que si elle revenait avec une connaissance d'accord pour faire un don, elle avancerait sur cette même liste d'attente. Pour information, ce sont les mêmes médecins qui vont s'occuper des couples infertiles et des patientes ayant des antécédents lourds, et de ces femmes en bonne santé. L'attention hospitalière est importante. Comment absorber cette nouvelle filière? Cela ne va-t-il pas allonger les délais des couples et des femmes qui en ont réellement besoin? Il faut savoir que la demande explose. Selon les chiffres récents, à Lyon, dans un des centres, les conservations ovocytaires sont passées de 1 à 2 par semaine à 12 en moyenne. Je voudrais évoquer aussi la question économique et écologique. Pour effacer encore un peu plus la frontière entre le normal et le pathologique, ces traitements sont pris en charge par la sécurité sociale. L'assurance maladie rembourse donc des traitements à des personnes non malades. Le coût est estimé entre 2 000 et 3 500 € pour un cycle de stimulation. Quand on pense que certains traitements pour des personnes malades ne sont pas remboursés, qu'on manque de moyens humains pour faire face à l'épisode de bronchiolite hivernale, que les urgences ferment, il y a un enjeu économique fort et un business. Un jour, à l'époque où ce n'était pas possible en France, une représentante du clinique en Espagne est venue me voir dans le service pour lui proposer de m'envoyer mes patientes de moins de 35 ans sans enfants. Elle présentait cela comme un progrès sociétal important pour les femmes. Ce démarchage commercial m'avait beaucoup choquée. On parle de sobriété écologique. Ici, rappelons qu'il y a fabrication d'hormones, injection et déversement d'hormones dans l'environnement, matériel, seringues, hospitalisation, congélation pendant des années. Nous vivons donc dans un monde aliéné où l'on entend tout et n'importe quoi. Que le nombre d'enfants est le principal facteur de pollution, qu'il faut diminuer les coûts dans les hôpitaux, faire des séjours courts, soigner mieux avec moins, mais où l'on est capable de mettre beaucoup d'énergie, de moyens, pour des techniques déconnectées du réel, et dont rien n'assure d'ailleurs le succès. Pour en revenir à la question, est-ce donc la réalité ou une utopie? Je résume. On prétend mettre en pause le corps pendant 10 ans, puis on le booste pour espérer implanter une grossesse à un âge où ce n'est plus vraiment favorable. Par ailleurs, plus on avance en âge, plus les chances de succès des FIV s'effondrent. On nous propose de congeler nos ovocytes en nous faisant rêver d'un enfant que l'on n'arrivera pas forcément à avoir. Cette technique n'est pas une assurance maternité. Il ne faut pas mentir aux femmes. Quelle déception si cette heure biologique à chaque tentative d'implantation conduit à un échec ou à une fausse couche. Dans les textes, on peut lire qu'une femme qui aura subi une ponction de ses ovocytes en dessous de 25 ans aura 27% de chance d'accoucher. Entre 35 et 37 ans, il tombe à 20%. Et entre 38 et 39 ans, à 14,4%. Et entre 40 et 42 ans, à 7,4%. En moyenne, donc, l'utilisation d'embryons ou de gamètes congelés est associée à des chances de grossesse variant de 10 à 22% par tentative, même si 85% des ovocytes survivent à la décongélation. Donc là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le meilleur des cas, une femme sur 4 aura un enfant à l'issue de ce processus. Nous connaissons tous des couples en désir d'enfant qui accumulent les échecs ou les fausses couches. Voulons-nous fabriquer cette détresse pour d'autres, a priori sans problème? Ne sommes-nous pas en train de créer des problèmes supplémentaires? Mais aussi en entretenant la peur et l'angoisse de l'infertilité ou l'injonction à repousser les grossesses, ne fabrique-t-on pas ce besoin d'autoconserver de toutes pièces? Finalement, quel est le plus grand risque d'infertilité? Nous savons que c'est l'âge de la première grossesse. On voit en parallèle émerger de plus en plus de demandes de ligature tubaire définitive chez des femmes jeunes sans enfants ou de vasectomie chez des hommes jeunes sans enfants. Quand je dis jeunes, c'est 20-25 ans. Y a-t-il deux populations si différentes? Celle qui veut épargner sa fertilité et celle qui ne veut pas du tout d'enfants? Ou les jeunes savent-ils, sans se l'avouer, que s'ils changent d'avis, la technique sera là? On voit en réalité que ces techniques entraînent de profondes modifications culturelles et de notre regard sur la maternité, la procréation, la grossesse. On les associe de plus en plus volontairement à des gestes techniques dans un cadre, des projets, des calendriers.
Je ne crois pas que ces propositions soient réellement au service des femmes, des couples et des enfants, ni de la société. La vraie révolution serait sans doute de penser la société pour aider réellement les femmes à avoir leur bébé dans le meilleur temps de leur fécondité.